chers invités, en ma qualité de président de la Cour, je voudrais tout d'abord vous remercier pour avoir répondu massivement à notre invitation et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de conférence du stade 20 000 places. Comme vous le savez, le 22 octobre 2018, la Cour pénale spéciale avait lancé officiellement le démarrage de ses activités judiciaires. L'activité de ce matin, consacrée à la présentation de la stratégie de poursuite et des enquêtes, révèle une importance particulière. En effet, il s'agit de présenter au public quelques pistes de réflexion que la Cour entend explorer afin de mener à bien la mission qui lui est confiée, à savoir enquêter, instruire et juger les auteurs des crimes qui relèvent de sa compétence. Comme toute stratégie, celles qui vous seront présentées tout à l'heure ne seront pas également figées. Ce qui veut dire qu'au cours de son mandat, la Cour sera régulièrement amenée à évaluer et adopter des stratégies par rapport aux difficultés de terrain. Mais celles qui feront l'objet de la présentation de ce jour vont nous servir de lancer les premières enquêtes sur le terrain et leur efficacité seront évaluées au fur et à mesure que nous allons avancer. C'est pourquoi je vous prie donc de suivre attentivement le développement qui sera fait par Monsieur le procureur spécial à ce sujet et surtout, n'hésitez pas de nous faire part de vos préoccupations pendant la phase d'échange questions-réponses qui va suivre. Une fois de plus, je vous remercie. À la suite du président de la Cour, je voudrais également remercier tous ceux qui ont bien voulu répondre présent à notre invitation afin de participer à l'activité de ce jour qui consiste à lancer la publication de la stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction de la Cour pénale spéciale. Ma présentation va comporter 3 points. Le premier point, dans une sorte d'introduction, je vais expliquer la raison pour laquelle il était nécessaire pour la Cour pénale spéciale de se doter d'une stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction. Dans un deuxième temps et dans un troisième temps, nous allons entrer dans les vifs du sujet pour vous expliquer les 2 piliers principaux de la stratégie, à savoir le domaine d'intervention de la Cour pénale spéciale qui a été déterminé à partir d'un certain nombre de critères de sélection des cas et ensuite le rythme dans lequel le parquet spécial va devoir ouvrir ses enquêtes à partir des critères que nous appelons critères de priorisation. Pourquoi une stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction pour la Cour pénale spéciale? Il y a plusieurs raisons à l'élaboration de ces documents. La première raison, c'est que la Cour pénale spéciale est une juridiction à durée limitée, 5 ans renouvelables. Il est donc important que pendant ces 5 ans, la Cour pénale spéciale puisse se doter d'un instrument qui l'aide à sélectionner rapidement des cas afin de pouvoir répondre à la mission qui lui a été assignée.
Deuxième raison, les ressources humaines et financières de la Cour pénale spéciale ne sont pas illimitées. En effet, lorsque vous regardez la composition simplement du bureau du procureur, vous allez vous rendre compte que nous n'avons que 4 magistrats. Le procureur spécial, le procureur spécial adjoint et les 2 substituts, l'un qui est national, l'autre qui est international. Donc il va falloir, avec des ressources humaines et financières limitées, chercher à être le plus efficace possible. En troisième lieu, et comme vous le savez, la Cour pénale spéciale n'évolue pas seule en Centrafrique dans ce vaste champ de lutte contre l'impunité des crimes internationaux. La Cour pénale spéciale bénéficie d'une compétence concurrente aussi bien de la Cour pénale internationale que des juridictions de droit commun. Il était donc important pour la Cour pénale spéciale de pouvoir déterminer quel est son périmètre d'activité afin que, d'un côté, la Cour pénale internationale et de l'autre, les juridictions de droit commun, puissent savoir exactement comment organiser la complémentarité de manière efficace. En troisième lieu, le champ de compétences de la Cour pénale spéciale, c'est-à-dire les crimes commis en Centrafrique depuis le 1er janvier 2003, est tellement immense qu'il est impossible à une juridiction, quels que soient ses moyens, de pouvoir régler ses passifs. Voilà autant de raisons qui ont fait que nous puissions, au niveau de la Cour pénale spéciale, réfléchir d'un côté sur le domaine d'intervention de la Cour pénale spéciale et de l'autre sur des critères de priorisation qui vont aider le parquet de la Cour pénale spéciale à pouvoir lancer ses enquêtes. En ce qui concerne le domaine d'intervention de la Cour pénale spéciale, nous avons élaboré un certain nombre de critères de sélection des cas. En fait, notre raisonnement se déroule en 4 étapes. Dans un premier temps, il s'agit de déterminer par rapport aux faits qui sont soumis à la Cour pénale spéciale, il s'agit de déterminer si ces faits-là rentrent dans la compétence matérielle de la Cour. Et comme vous le savez, la Cour a été créée essentiellement pour enquêter et juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. Et comme vous le savez également, ces crimes comportent pour leur réalisation aussi bien des éléments spécifiques que des éléments contextuels. Donc il est important, dès le départ, lorsque des faits sont soumis à la Cour pénale spéciale, que l'on puisse s'assurer que ces éléments sont réunis afin que la Cour pénale spéciale puisse commencer son travail. Une fois ces domaines d'intervention déterminés, il y a un certain nombre de critères de sélection qui tiennent autant à la gravité des cas qu'au choix des auteurs présumés inculpés, qu'au choix des infractions et des qualifications juridiques à retenir. S'agissant du critère de gravité, il comporte des aspects quantitatifs et des aspects qualitatifs. En ce qui concerne les aspects quantitatifs, nous visons par exemple le nombre de victimes qui sont impliquées dans un cas. Nous visons également le nombre des assaillants. Nous visons l'ampleur des destructions qui ont été occasionnées par les crimes. Nous pouvons également viser l'ampleur des moyens qui ont été utilisés. Tels sont les aspects quantitatifs du critère de gravité que nous retenons pour sélectionner nos cas. Il y a ensuite les aspects qualitatifs qui tiennent à la nature des crimes. Par exemple, les atteintes à la vie humaine, que nous considérons comme beaucoup plus graves que les atteintes à la propriété privée.
Nous visons également les crimes violents ou les crimes à motif discriminatoire. Nous visons les atteintes contre des personnes vulnérables ou des atteintes contre des personnes ou des biens qui sont protégés. Nous visons également les crimes de violence sexuelle ou la nature planifiée des attaques qui sont menées contre des populations. Le critère devant diriger le choix des auteurs à présumer, plutôt le choix des auteurs présumés à inculper, c'est le rôle clé joué par ces auteurs dans la commission des crimes. Comme vous le savez, pour certaines juridictions, les personnes visées sont celles qui occupent le plus haut niveau de responsabilité. On parle de plus hauts dirigeants. Mais en ce qui concerne la Cour pénale spéciale, le critère que nous allons viser, c'est le rôle clé que ces personnes ont joué, soit dans le commandement d'une opération, soit dans la conception d'une opération, soit enfin dans l'exécution matérielle des crimes qui ont été occasionnés par cette opération. Enfin, nous avons un critère sur le choix des infractions et des qualifications juridiques. Étant donné que le même fait peut comporter plusieurs qualifications, nous avons pensé qu'il était utile d'utiliser les charges cumulatives pour refléter les principaux types de crimes commis ainsi que les souffrances endurées par les victimes. Tel est donc le domaine d'intervention de la Cour pénale spéciale par rapport aux critères de sélection que nous avons élaborés. Le troisième point de mon intervention concerne les critères de priorisation qui, eux, concernent le parquet. Parce que les critères de sélection des cas concernent aussi bien le parquet que l'instruction. Les critères de priorisation, en fait, ce sont des critères qui vont permettre au parquet de pouvoir lancer ses enquêtes, de pouvoir déterminer les rythmes dans lesquels il va ouvrir ses enquêtes. Le premier critère, naturellement, dans un pays comme la Centrafrique, qui est encore en guerre, c'est le critère de faisabilité de l'enquête. Faisabilité particulièrement par rapport à la sécurité. Nous tenons à cœur de prendre la sécurité des victimes, des témoins et de tous les intervenants dans les processus judiciaires en premier ordre. Donc la sécurité, c'est le premier point qui va nous assurer la faisabilité de l'enquête. Ensuite, nous allons retenir comme critère la représentativité des incidents de la crise et du conflit qui a frappé la République centrafricaine. Cette représentativité va viser par exemple les victimes de différentes communautés. Comme vous le savez, il y a eu des crimes ici avec un soubassement parfois confessionnel, parfois ethnique. Donc il est important que dans la sélection, les victimes des différentes communautés puissent être représentées, de même que les auteurs qui ont perpétré ces crimes. La représentativité va viser également les groupes armés impliqués. Est-ce les forces armées gouvernementales? Est-ce les groupes armés qui sont actuellement en train d'écumer l'arrière-pays? La représentativité également va viser l'espace géographique de la Centrafrique, mais également le déroulement historique de la crise centrafricaine depuis 2003 jusqu'à ces jours. Il est à noter que la représentativité ne signifie pas nécessairement équivalence numérique. Il signifie simplement que nous devons tenir compte d'un certain équilibre lorsque nous sélectionnons les cas. L'autre critère concerne la possibilité d'identification, de localisation et d'arrestation des auteurs. Lorsqu'il apparaît au parquet qu'il y a des possibilités réelles de procéder à l'arrestation d'un individu, le parquet va immédiatement mettre en branle ces mécanismes pour pouvoir procéder à l'arrestation de cet individu et ouvrir les enquêtes.
D'autres critères concernent la disponibilité des renseignements ou des preuves existantes, la disponibilité des ressources humaines. Je vous ai parlé tout à l'heure du caractère réduit du personnel du parquet. Donc nous devons faire en sorte que les ressources humaines dont nous disposons puissent être utilisées à bon escient. Il y a également la disponibilité des ressources pour les enquêtes, et particulièrement les ressources financières. Je disais en introduction que les ressources financières de la Cour pénale spéciale ne sont pas illimitées. Donc il faudrait que par rapport à ces ressources qui sont extrêmement limitées, nous puissions être les plus efficaces possibles. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que la stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction vise l'efficacité de l'action de la Cour pénale spéciale et une meilleure compréhension des choix de son action par le public et par les justiciables. Cette stratégie n'est pas figée. Elle peut être révisée par rapport à la dynamique du contexte, mais également par rapport à l'évolution de la Cour pénale spéciale. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je peux considérer comme l'économie générale de la stratégie d'enquête, de poursuite et d'instruction de la Cour pénale spéciale qui va vous être délivrée tout à l'heure à travers le document qui a été élaboré. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur spécial. On va procéder à l'échange de questions-réponses. Si certaines personnes ont des questions, je les invite à lever la main. Je viendrai leur tendre un micro et on pourra procéder ensuite aux réponses. Questions ? Je vous remercie, monsieur le procureur spécial. Je réponds au nom du cabinet référé de l'ensemble de la presse. Vous venez de nous inviter les stratégies. Mais comment vous allez lancer l'enquête dans des zones où vous avez encore l'insécurité? Je vous remercie. Trois questions. On va prendre 3 questions. Donc on va en prendre une deuxième. Merci, monsieur le procureur. Je suis bienvenu donc du journal La Fraternité. Aujourd'hui, nous avons présenté la stratégie de poursuite d'enquête. Alors, ce qui signifie pour moi que d'ici dans quelques temps, il peut toutefois avoir des arrestations, des présumés auteurs des crimes qui relèvent de la compétence de la CPS. Alors, nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, la prison de Ngaraba est surpeuplée. À ce niveau, quelle est aussi la stratégie que vous allez mettre en place pour la détention des présumés auteurs ou soit des suspects? Je vous remercie. Je suis Jean-François Kouena de Radio Nekeluga. Ma première préoccupation va à l'aspect quantitatif et qualitatif de votre stratégie. Sur le plan quantitatif, il a fallu combien de personnes ont tué que la Cour estime être compétente de traduire une personne devant sa juridiction? Est-ce qu'à partir de 2 personnes, 3 personnes tuées, du point de vue qualitatif, quantitatif, est-ce que la Cour pénale spéciale va juger cette personne ou au nom de la collaboration avec les juridictions de plan commun? Ici, c'est la Cour criminelle, ici en République centrafricaine, qui doit juger ces personnes. Sur le plan qualitatif, cette critère de faisabilité dont vous avez ici développé concerne quoi? Est-ce que des questions liées au genre, des questions, des actes ayant poussé toute une population à déplacer, à aller vers le site de déplacer sans de dommages collatéraux, peut-être des villages brûlés, tout
tout ça là, on va laisser ça au tribunal ou bien la cour. Ça porte un peu en confusion. J'aurais aimé que vous nous développiez clairement sur l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif parce que les victimes attendent ça. Je vous en prie. Je vous remercie. On va donner la parole au parquet pour répondre aux premières questions. La première question consiste à nous demander comment nous pourrions lancer les enquêtes dans des zones qui sont encore en insécurité. D'abord, si vous vous rappelez les critères de priorisation des cas, il a été dit que la première chose avant de lancer une enquête, c'est la faisabilité de cette enquête par rapport à la sécurité. Donc il y aura un processus d'évaluation des conditions sécuritaires pour pouvoir lancer une enquête. Nous pouvons également vous dire que nous disposons d'une unité de protection des victimes et des témoins. C'est une unité qui pourra nous aider à minimiser les risques que pourraient encourir les victimes et les témoins lorsque nous décidons quand même d'organiser des poursuites. Je peux également vous assurer que la mission des Nations Unies a reçu mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies d'appuyer la Cour pénale spéciale lorsque la Cour pénale spéciale engage des poursuites. Comme vous le savez, à l'époque, il existait ce qu'on appelait les mesures temporaires d'urgence qui permettaient à la MINUSCA de procéder à des arrestations et de mettre les personnes arrêtées à la disposition des autorités judiciaires centrafricaines. Mais ce mandat a évolué en ce qui concerne la Cour pénale spéciale. La résolution parle d'un appui à la Cour pénale spéciale. Donc, en résumé, il va falloir dans un premier temps évaluer très sérieusement les conditions sécuritaires avant d'ouvrir une enquête. Et lorsque les conditions sécuritaires sont réunies, nous pouvons mettre à profit tous les instruments à notre disposition pour pouvoir engager des enquêtes. J'aimerais également ajouter que si vraiment les conditions sécuritaires ne permettent pas de lancer des enquêtes, il y a moyen de faire de la documentation, d'archiver la documentation, d'autant plus que nous savons que ces crimes sont des crimes imprescriptibles et que si aujourd'hui nous ne savons pas les poursuivre, peut-être dans les années à venir, les conditions sécuritaires s'étant améliorées, on pourrait lancer des poursuites en ce moment-là. La deuxième question concerne la maison de détention d'Ngaraba. Effectivement, c'est une préoccupation qui nous concerne et que nous avons commencé à évaluer dès le départ quand nous sommes arrivés ici. La prison d'Ngaraba, c'est une prison surpeuplée et c'est également une prison où il y a beaucoup de cas d'évasion. Mais nous travaillons avec nos partenaires pour la mise à disposition d'une cellule sécurisée au niveau d'Ngaraba en attendant que la prison du Camp des Roues puisse être améliorée. Évidemment, le souhait de tout le monde, c'est que la République centrafricaine puisse se doter de prisons qui puissent comporter des conditions de sécurité pour les personnes qui seront détenues. Mais pour l'instant, nous sommes obligés de faire avec ce qui existe. Donc, nous travaillons avec nos bailleurs de fonds, nous travaillons avec le gouvernement centrafricain, nous tirons la sonnette d'alarme pour améliorer les conditions de détention, notamment dans la prison d'Ngaraba. En ce qui concerne les aspects quantitatifs et qualitatifs, en réalité, si nous parlons de nombre de victimes, c'est parce que dans notre esprit, nous souhaitons que les cas dont la Cour pénale spéciale va être saisie soient des cas qui concernent des victimes regroupées. Parce que les moyens de la Cour pénale spéciale étant limités, si nous devons nous occuper des victimes individuelles, il nous sera difficile de nous acquitter de notre tâche. Nous tenons à ce que les victimes puissent se rassembler dans des organisations de victimes, qu'elles puissent être encadrées notamment dans des organisations de la société civile, et de cette façon, il nous sera possible d'être efficaces dans la défense de leurs intérêts. Évidemment, si ces cas ne sont pas connus de la Cour pénale spéciale, les juridictions de droit commun
sont toujours compétentes pour pouvoir juger de ces cas que la Cour pénale spéciale ne pourrait pas juger. Car la loi qui crée la Cour pénale spéciale n'a pas dépouillé les juridictions des droits communs de leurs compétences en matière de crimes internationaux. La loi a simplement disposé que la Cour pénale spéciale a une sorte de primauté sur les juridictions des droits communs. En ce qui concerne l'aspect qualitatif, je n'ai pas très bien compris. Si vous pouvez répondre à votre question. Sur l'aspect qualitatif, c'est des critères de gravité. Sur quels critères vous allez définir la gravité d'un fait susceptible de juger est présumé coupable? La gravité, ce n'est pas dans les aspects qualitatifs. La gravité, c'est dans les aspects quantitatifs. On va passer à une deuxième vague de questions. Merci, monsieur le procureur. Sur la dossier de RFI, vous avez parlé de moyens très limités pour la CPS. Est-ce que vous vous êtes donné un nombre de cas à poursuivre, ou en tout cas une échelle de nombre de cas à poursuivre? Et étant donné que vous avez vos critères de poursuite, désormais, pensez-vous lancer les enquêtes très prochainement et avez-vous un agenda déjà prévu? Merci. Je suis Judicaël Nyongo du réseau des gens pour les droits de l'homme. Je voudrais parler tout à l'heure des auteurs intellectuels. Supposons qu'ils ne se trouvent pas sur le territoire centrafricain, mais ils sont ailleurs. Comment vous allez procéder à l'extradition des auteurs intellectuels? Merci. Une troisième question? Non? Merci, monsieur le professeur. Je suis Crétin Azouka, coordonnateur de l'ADG GD, monde de la société civile. Juste vérifier, est-ce que la stratégie de poursuite tient en compte le rapport mapping ainsi que les rapports des ONG nationales qui travaillent avec les victimes? Je vous remercie. Ma première question, étant donné les moyens limités de la CPS, est-ce que nous avons au départ un nombre de cas que nous pourrions poursuivre? Nous cherchons à être les plus efficaces possibles. Donc au départ, nous ne pouvons pas vous dire que nous allons pouvoir nous occuper de 3 ou 4 cas, mais dans la mesure du possible, nous allons essayer d'être efficaces pour que dans les 5 ans de la durée de la Cour pénale spéciale, nous puissions remplir le mandat qui nous a été assigné. Deuxième question, est-ce que vous envisagez de lancer vos enquêtes prochainement? Effectivement, bientôt nous allons commencer le processus de lancement de nos enquêtes. À partir de la publication de ce document de stratégie, nous avons tous les outils pour pouvoir engager nos premières enquêtes. La deuxième question concernant les auteurs intellectuels qui se trouveraient ailleurs, je pense qu'on peut recourir à l'entraide judiciaire si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, il existe une dernière fenêtre d'opportunité de pouvoir juger ces personnes par contumace. La stratégie tient-elle en compte le rapport mapping et le rapport des ONG des droits de l'homme? Bien entendu, si nous parlons de nombre élevé de cas, de l'ampleur des cas de crimes commis en Centrafrique depuis le 1er janvier 2003, nous nous basons notamment sur le rapport mapping. Mais comme vous le savez, le rapport mapping s'arrête à 2015. De 2015 à ce jour, d'autres crimes continuent à se commettre. Ces crimes sont documentés et effectivement, nous prenons en compte également ces crimes qui sont commis après la publication du rapport mapping. Merci, monsieur le procureur. Je suis monsieur Alain Sylvain Boto, du journal Le Peuple. La RCA a jugé certains de ses hauts responsables
pourquoi et conformément à la loi organique, Ikatom Rambo Alfred ne peut pas être jugé par la CPS et il est transféré à la D. Merci. Merci. Une dernière question. Merci, je suis Pierre Saturnin du journal L'Agora. Bon, je reviens sur l'aspect quantitatif, dont un collègue en a parlé ici. Pouvez-vous nous dire, pour la gouvernance ou pour la lanterne du public, pouvez-vous nous citer quelques exemples concrets des cas, par exemple, dont vous venez de dire l'exemple des données quantitatives, c'est-à-dire le nombre de victimes, le nombre d'assaillants, à l'instar de ce qui se déroule en ce moment. Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets dans certaines villes et dans certaines localités du pays. Merci. La première question portait sur la protection des victimes. Comment l'unité compte s'organiser pour être efficace? D'abord, c'est une unité qui est composée de personnes expertes en matière de protection et qui vont dérouler la protection suivant une sorte de pyramide. Le bas de la pyramide, ce sont des pratiques quotidiennes, de bonnes pratiques de protection. Ensuite, il y a des mesures procédurales. Il y a également le programme de protection des victimes qui peut aller jusqu'à la délocalisation. Il y a des détails techniques que je ne maîtrise pas, mais sachez qu'il y a plusieurs niveaux de protection que cette unité peut assurer. En ce qui concerne Rambo, pourquoi il n'a pas été jugé par la Cour pénale spéciale? Bien. Ce que vous devez savoir, c'est que la Cour pénale internationale a été saisie par la République centrafricaine depuis 2014 de la situation qu'on appelle CAR 2. Et depuis 2014, la Cour pénale internationale mène des enquêtes en Centrafrique. La Cour pénale spéciale a été créée en 2015 par une loi organique qui établit très clairement la primauté de la Cour pénale internationale sur la Cour pénale spéciale, avec d'ailleurs la possibilité pour la Cour pénale spéciale de se dessaisir au profit de la Cour pénale internationale lorsqu'il y a des dossiers concurrents. Et je crois savoir qu'en ce qui concerne Rambo, il était poursuivi par la juridiction centrafricaine pour des crimes qui n'étaient pas des crimes internationaux. En un mot, il n'y a pas un dossier de la Cour pénale spéciale ouvert à ce jour contre Rambo. Donc il était difficile pour la Cour pénale spéciale d'entrer en compétition avec la Cour pénale internationale. Mais même si cette possibilité pouvait exister, la primauté de la Cour pénale internationale par rapport à la Cour pénale spéciale devait prévaloir et la Cour pénale spéciale devait laisser le champ libre à la Cour pénale internationale. L'exemple de l'exemple concret, les régions où on fait l'enquête. Moi, je pense que c'est la qualité de la question du secret. La troisième question portait sur des exemples dans certaines localités du pays où les critères quantitatifs peuvent être réunis. Bon, nous pensons que pour des raisons liées au secret des enquêtes, nous ne pouvons pas parler de certaines régions pour ne pas mettre en péril la sécurité des personnes qui sont impliquées, notamment les victimes et les témoins. Autre question? Si tu permets peut-être ajouter pour la question de protection des victimes et des témoins que la première protection est d'abord une protection personnelle, c'est-à-dire les témoins. Il faut que les journalistes commencent à dire dans les médias que les témoins doivent être silencieux si on les contacte. Donc ne pas parler. Oui, merci. Bonjour, je suis Frédéric Mangoto du journal L'Étoile. J'ai une préoccupation
concernant les coupables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis sur le territoire national depuis 2003 jusqu'à nos jours. Je voudrais savoir, il y a des coupables qui ont comparu ici devant la juridiction centrafricaine, devant la justice centrafricaine. Je voudrais savoir quelle est la différence entre la gravité des crimes commis par ceux qui sont jugés ici et ceux commis par Rambo. La gravité des crimes. Parce que si d'autres comparaissent ici et que Rambo comparaît par exemple devant la Cour pénale internationale de sa supériorité par rapport à la CPS, c'est pour dire que certainement il y a une particularité. Il y a des gravités certainement qui ont fait qu'il soit extradé là-bas. Donc je vous demande s'il y a cette nuance-là, que vous nous éclairiez un peu. Merci. Merci. Je voulais revenir un peu sur la partie quantitative. Quand nous étions sur le terrain en train d'informer et sensibiliser les populations, nous avions parlé des viols qui font partie des crimes. Et aujourd'hui, à partir de cette stratégie, je me pose une question. Une femme qui a été violée spécifiquement par un rebelle ne pourra pas-t-elle déposer plainte devant la Cour pénale spéciale? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'aspect quantitatif, on fait allusion à un nombre, on fait allusion à un effectif, mais une femme, parce que nous avons déjà exprimé nous avons déjà expliqué ça aux populations, que le viol fait partie des crimes poursuivis par la CPS. Mais aujourd'hui, dans cette stratégie qui prend en compte l'aspect quantitatif, est-ce que cette femme-là, elle pourra être elle pourra déposer plainte devant la CPS? Je vous remercie. On va répondre aux questions qui ont déjà été posées. Le président voulait répondre à la première question. C'est juste pour apporter une précision en ce qui concerne le cas Rambo, parce que il y a eu deux questions portées sur cette même affaire. Ce que je voudrais préciser par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est que Rambo n'a pas été transféré à La Haye compte tenu de la gravité des faits. Il faut quand même que nous comprenions que les mêmes faits pour lesquels Rambo est transféré à la CPI, la Cour pénale spéciale peut également juger Rambo pour ces mêmes faits. Mais ce qui est important à retenir, c'est que, comme l'a dit le procureur spécial, notre pays en 2014 avait déjà saisi la CPI. Et la CPI a déjà commencé à faire des enquêtes. À partir du moment où la CPI est très avancée concernant le cas Rambo, alors que la CPS n'est même pas saisie du cas Rambo, il va de soi que la juridiction qui est avancée puisse se saisir du dossier. Et dans ce domaine précis de compétences des juridictions qui sont appelées à juger ces crimes internationaux, il faut retenir qu'il n'y a pas de concurrence entre ces différentes juridictions. Je veux parler de la CPS, de la CPI
et des juridictions nationales qui ont également cette compétence-là. Mais ici, le problème qui se trouve, si la juridiction qui est déjà saisie avancée, mais je ne vois pas pourquoi on va dire que non, puisque la CPS est créée, et il faut que ce soit absolument la CPS qui puisse juger Rombo. Non. Comme on a déjà déclenché aussi les enquêtes, il se peut que lorsque nous aurons aussi des suspects que nous allons arrêter, nous allons aussi les juger. Peut-être que ça sera les faits seront un peu similaires au cas qui est reproché à Rombo. Donc, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas par rapport à la gravité des faits que Rombo a été transféré. C'est tout simplement dû au fait que la CPI était en avance et c'est pour cela qu'elle a formulé sa demande et les plus hautes autorités du pays ont pensé qu'il n'y avait pas les raisons pour empêcher la CPI de continuer, puisque c'est le pays même qui a saisi la CPI, de continuer à faire des enquêtes sur la situation de la République centrafricaine. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Nous sommes tous compétents. Quand je dis nous, je veux parler de la CPS, de la CPI et des juridictions nationales également. Même, puisque ce sont des crimes imprescriptibles, certains pays qui ont la compétence dans ce domaine pourront également se saisir de ces dossiers où des Centrafricains pourront les saisir. Je veux donner par là l'exemple même de ce qui s'est passé au Rwanda. Et vous savez pertinemment que les juridictions françaises ont eu à juger certains suspects qui ont commis des crimes au Rwanda, dans leur pays. Donc c'est pour dire que dans ce domaine-là, ce que nous recherchons, c'est de faire de sorte que tous ceux qui ont commis ces crimes-là puissent répondre devant la justice. Que ce soit la justice centrafricaine à travers la CPI ou les autres juridictions, enfin la CPS ou les autres juridictions nationales, mais également la CPI qui est saisie par le pays. Voilà ce que je voudrais apporter comme clarification par rapport à cette question qui revient à tout moment. Merci. Merci beaucoup. Juste un élément par rapport à l'intervention du procureur spécial et de M. le Président de la Cour pénale spéciale sur le cas Katom Rambo. Toutes ces informations qui ont été données trouvent leur fondement à l'article 37 de la loi organique de la République centrafricaine. Je cite ce texte pour votre gouverne, pour vous permettre de... Je vous renvoie à ce texte pour apaiser vos inquiétudes sur cette question. Merci. Bien, merci. Par rapport au cas Rambo, je voudrais rappeler ici que le principe de complémentarité entre la Cour pénale spéciale et les autres juridictions a été bien défini par la loi organique. Donc, il n'y a pas de concours entre différents ordres de juridiction. Si un problème de ce type se pose, la loi a dit clairement que l'un ou l'autre des ordres de justice doit se dessaisir au profit de l'autre. Donc c'est la loi qui l'a dit, c'est la volonté du législateur, donc on ne peut pas dire qu'il y a chevauchement ou bien que la Cour n'est pas compétente ou bien qu'il y a... Mais c'est une question qui a été réglée par le législateur. J'en profite pour répondre à la question posée par le journal Étoile qui aimerait savoir est-ce qu'un cas de viol unique peut être de la compétence de la Cour pénale spéciale. Effectivement, si un cas de viol unique a été commis et quand on voit le contexte dans lequel ce crime a été commis, ce crime peut constituer valablement, peut rentrer valablement dans le champ d'application de la Cour pénale spéciale. Il ne suffit pas de plusieurs cas. Quand on parle ici de critères quantitatifs, ça ne veut pas dire qu'on va exclure les cas isolés, mais on a retenu ces critères pour permettre un regroupement de victimes
afin de permettre à la Cour d'être efficace. Mais ça ne veut pas dire que les cas isolés ne doivent pas être punis ne doivent pas échapper à la juridiction qu'est la Cour pénale spéciale. Si vous permettez, je voudrais ajouter un élément à la réponse de ça. En effet, lorsque vous analysez les faits dans le contexte des crimes que nous allons poursuivre, il faut noter que rarement un seul crime a été commis à un endroit précis. Un crime commis dans un endroit est souvent la suite ou fait partie d'un certain nombre de crimes qui ont été commis. Donc un viol qui a été commis à un endroit est peut-être la conséquence de meurtres qui ont été commis au même endroit, ce qui fait que rarement vous trouverez dans nos poursuites des cas isolés, parce que très souvent, dans le genre de crime que nous poursuivons, il y a un certain nombre d'auteurs qui arrivent dans un village, détruisent le village, violent les femmes, tuent des enfants, tuent de nombreuses personnes. Ce qui fait que rarement, on aura un dossier avec un fait unique à poursuivre. Donc très souvent, le viol sera cumulé avec les meurtres, avec d'autres types de crimes. Donc lorsque l'on parle donc de l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif, c'est qu'on va regarder les faits, on va analyser les faits, et à l'analyse, on va essayer de regrouper un certain nombre d'infractions qui ont été commises sur le même site. Donc c'est comme ça que nous allons procéder. Peut-être une dernière vague de questions, ensuite on va clore la conférence de presse et on va vous distribuer le communiqué de presse ainsi que la stratégie. Dernière question? Non, c'est bon, très bien. Merci, je suis Célestin Zara, membre de la société civile. Tout à l'heure, dans les réponses du procureur spécial, il avait exposé des défis liés au nombre restreint du personnel, liés également à la difficulté de crédit et surtout à l'insécurité. Lorsque nous remontons à la création de la CPS, le législateur avait pensé marquer un grand coup dans la lutte contre l'impunité. C'est ce qui était recherché par la création de la Cour pénale spéciale. Aujourd'hui, elle est là. Mais en suivant ces défis que vous avez tout à l'heure évoqués, j'ai des craintes pour la réalisation de votre mandat, parce que de notre côté, la société civile, on voudrait que le bon nombre de criminels soient jugés. Mais à vous écouter, il me semble qu'il n'en sera pas ainsi. Je voudrais que l'on repense la stratégie sur le plan, la possibilité de la CPS d'avoir à juger au moins 5 à 6 dossiers, puisque si l'on regarde le contexte actuel, si l'on regarde également la vision des ONG qui montre que 70% du territoire est occupé par les groupes armés qui sont à l'origine de nombreuses violations. Si on ne peut pas juger beaucoup d'affaires, eh bien, on n'aura pas atteint l'objectif recherché. Parce qu'on avait dit ici 2 soupapes, notamment la documentation des dossiers pour la postérité et le jugement des affaires par contumace. Voyez-vous ça, nous, du côté de la société civile, nous voyons tout cela, c'est du déni de justice déjà qui se prépare. Parce qu'on voudrait que les gens soient jugés. Et ces gens-là, ils existent. On a tout à l'heure parlé de la collaboration de la MINUSCA. Il faudrait que vous appelez la MINUSCA dans les cas emblématiques de vous aider à arrêter les suspects les plus importants pour que vraiment il y ait un apaisement au sein de la population. C'était une contribution que je voulais partager avec vous.
suis Grace Mbalé de Radio Notre-Dame. Tout à l'heure, le procureur a dit que les premières enquêtes seront engagées à partir de la publication de la stratégie de poursuite. J'aimerais savoir combien de dossiers déjà la CPS a enregistré pour pouvoir lancer ces enquêtes. Merci. Plus de questions? Alors, on va leur donner la parole une dernière fois avant de clore la conférence de presse. Comme je vous le disais tout à l'heure, les enquêtes sont secrètes, donc nous ne pouvons pas vous dire qu'il y a autant de dossiers qui ont déjà été ouverts. Mais ce que vous devriez savoir, c'est que la Cour pénale spéciale bénéficie d'une grande documentation à travers les rapports mapping, à travers les rapports des ONG des droits de l'homme et à travers même les rapports des commissions gouvernementales. Et nous sommes également saisis d'un certain nombre de cas qui sont déposés à la Cour pénale spéciale que nous sommes en train d'analyser. Donc voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Je voudrais dire un mot par rapport aux inquiétudes de notre Zala, que nous comprenons très bien. Mais il est très difficile à une juridiction de dire d'emblée le nombre des affaires qu'elle aura à juger. Donc, c'est vrai, nous savons qu'il y a eu une grande attente de la part de nos concitoyens avec la création de la Cour pénale spéciale. Ce que la population attend, c'est qu'il faut que ces criminels, tous ceux qui ont eu à commettre ces infractions, soient jugés. Et c'est ça qui va constituer notre travail. Mais il est difficile pour nous de dire aujourd'hui que nous aurons à juger tel nombre d'affaires. Ce qui est sûr, nous allons nous mettre au travail pour satisfaire les attentes de nos compatriotes. Et comme nous l'avons dit au départ, la stratégie que nous avons mise en place sera réévaluée à chaque fois pour voir comment on peut faire de sorte que l'objectif principal, qui est de juger au maximum ceux qui ont commis ces crimes dans le pays, nous puissions effectivement atteindre plus ou moins cet objectif-là. Notre inquiétude, c'est par rapport au délai. Le législateur a parlé de 5 ans renouvelables. Bon, nous allons tenir compte de cela pour travailler, mais vous, en tant que praticien du droit, vous savez comment une affaire, le délai des affaires qui relèvent de ces juridictions-là, vous avez été même à la CPI plusieurs fois, il y a un problème. Mais malgré cela, nous ne disons pas que, parce que nous n'avons que 5 ans renouvelables, nous n'allons pas pouvoir faire de sorte que la mission qui nous a confiée, on puisse tourner en rond et puis ne pas juger. Non, le travail que nous allons faire chaque jour, ce serait de poursuivre ces gens qui ont commis ces infractions-là et les juger. Mais c'est difficile, dans le cadre de la présentation d'une stratégie comme ça, dire que nous aurons à juger tel nombre de personnes. Tout dépendra du travail que nous allons faire, mais nous avons la volonté. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre préoccupation. De toutes les façons, nous allons travailler ensemble, les ONG de droits de l'homme, les avocats aussi, feront partie de la Cour, et tous ensemble, nous verrons si la stratégie que nous avons aujourd'hui mise en place a connu quelques failles. Nous allons réfléchir ensemble pour voir exactement ce qu'il y a lieu à faire pour satisfaire les attentes de nos populations. Donc, vraiment, voilà ce que je peux vous dire. Nous ne devons qu'être optimistes. C'est ça. Si aujourd'hui, déjà, on va sur la base de ce que nous n'aura pas assez de nombre de dossiers à juger, je pense que ce n'est pas de cette manière-là que nous devons voir les choses. Soyons optimistes
malgré les moyens limités, mais nous allons mener le travail. Voilà ce que je voulais dire par rapport à vous, votre inquiétude. Si vous permettez, j'aimerais ajouter à l'attention de Maître Zala, vous êtes ministre et vous savez, lorsque vous préparez un dossier, vous devez évaluer vos forces et vos faiblesses. Et c'est ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire que nous avons peur des dossiers. Au contraire, ces défis sont comme le feu qui brûle pour nous donner cette volonté de travailler. Donc, nous évaluons nos forces et nos faiblesses. Il vaut mieux les connaître au départ que de se retrouver en mi-parcours et avec la gueule cassée. Merci. Je vous remercie. Nous allons clôturer cette conférence de presse. On va remercier le panel et les autres magistrats présents. On va les libérer, à la suite de quoi on va vous distribuer le communiqué de presse ainsi que la stratégie, le document dont on vous a parlé tout au long de la matinée. Théophile Mongoumara, le porte-parole de la Cour pénale spéciale, sera présent. Si vous avez des questions, je resterai également là en avant pour répondre à vos interrogations. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne journée.